Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire, le quatrième de la série, qui est consacré à l'optimisation de sa consommation énergétique dans la nouvelle construction, ou dans sa construction, mais on va faire la comparaison entre les possibilités de diminuer ses consommations énergétiques par rapport à une ancienne habitation, une construction traditionnelle ou une construction à ossature bois. Je me vais me présenter tout d'abord. Je suis Noël Doyen, je suis conseiller en construction au sein de la société Sibamat depuis une quinzaine d'années maintenant pour les régions de Bruxelles, Brabant Wallon et le nord de Namur. Je suis accompagné ce soir de Sarah, notre responsable marketing, et de mon épouse qui est toute manette et toujours invisible, pour ceux qui ont participé au webinaire précédent. On se trouve ici au sein de la maison témoin que nous avons à Bierge, à Wavre, dans laquelle j'organise avec mes collègues la majorité de nos rendez-vous clientèle. Mais nous avons plusieurs maisons témoins dans diverses régions en Belgique et normalement 2 nouvelles dès l'année prochaine. Cette présentation devrait durer environ 25 minutes. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et de ne pas dire trop de bêtises. Ce sera suivi d'une séance consacrée aux réponses que je tenterai de donner à vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur l'application, c'est QR, questions-réponses. Vous posez toutes vos questions et on verra ça en fin de présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Sibamat, c'est une société belge de construction de maisons unifamiliales qui existe depuis plus de 43 ans maintenant. C'est le constructeur à ossature bois qui a réalisé le plus grand nombre d'habitations, à savoir près de 8000 aujourd'hui. C'est de la construction sur mesure, tant au niveau de la conception des plans que du choix des matériaux, des techniques. C'est 100% sur mesure, mais aussi par rapport au degré de finition de la livraison de la maison, puisqu'on peut livrer des maisons en gros œuvre ouvert, en gros œuvre fermé, en finition complète, c'est ce que nous demande la majorité de la clientèle aujourd'hui, mais aussi des constructions, je vais dire, à la carte, dans le cas où vous décidez de réaliser certains postes de par vous-même, que ce soit des postes de finition ou de technique. Nos ateliers de fabrication se trouvent en Belgique et on a au sein de notre équipe notre propre bureau d'études pour faire chiffrer les plans que nous recevons, pour faire les études de stabilité, les études de fondation, les différentes études de technique en fonction du projet, que ce soit le chauffage, la ventilation et autres. Et ça nous permet de gérer l'ensemble des calculs pour vous donner un chiffrage tout à fait précis, complet, et complet aussi au niveau du budget, puisque toutes ces études sont faites d'emblée dès le premier chiffrage d'une construction. On va commencer le sujet donc en parlant un petit peu de la situation actuelle en Belgique, mais surtout en Wallonie. On va consacrer plutôt tous les chiffres et les résultats par rapport à la Wallonie. Ici, vous voyez quelques chiffres qui nous donnent une vue sur l'évolution du montant de la facture annuelle des ménages en Belgique, mais en Wallonie, entre le mois d'octobre 2021 et octobre 2022. Je précise tout de même une chose, c'est une comparaison entre le montant de la facture en octobre de l'année passée et le montant de la facture moyenne cette année-ci. Il y a eu des pics, évidemment, il y a eu des variations, mais on se concentre sur les résultats d'aujourd'hui par rapport à il y a un an exactement. Et on ne parle ce soir que de la facture énergétique des ménages, du résidentiel, à ne pas confondre avec le professionnel, parce que dans le domaine professionnel, les augmentations ont été bien plus importantes. Pour la consommation électrique, on est plus ou moins à x2 par rapport à l'année dernière. Si on considère la consommation moyenne d'un ménage en Belgique, donc c'est 4 personnes, on est à 3500 kW d'électricité, ce qui représente une augmentation de sa facture d'environ 1250 € sur l'année, tout frais confondu. Donc on parle vraiment de la facture finale et pas uniquement du prix de l'énergie. Au niveau du gaz naturel, on est quasiment au même résultat, fois 1,75, ce qui représente le même montant de différence, donc plus 1250 € par an également, soit 2500 € de plus en un an. On va parler aussi donc maintenant de nos défis.
Donc, il faut que nous fassions face à cette augmentation de l'énergie et qu'on réagisse clairement pour pouvoir diminuer notre facture. On sait aujourd'hui qu'en Wallonie, toute nouvelle construction doit répondre à des normes énergétiques bien précises qui sont en vigueur depuis janvier 2021. On appelle cette norme la norme QZEN. C'était d'ailleurs le sujet de notre précédent webinaire. Si vous êtes intéressé pour visionner nos précédents webinaires, il suffit de nous adresser un mail et on peut vous envoyer les liens directement. Il y avait un webinaire sur le sujet des terrains, la recherche du terrain. Il y avait un webinaire sur l'ossature bois et sur la norme QZEN, justement. Donc, cette norme QZEN est imposée aujourd'hui pour obliger finalement tout nouveau candidat bâtisseur à obtenir une maison suffisamment performante, enfin avec un degré de performance suffisamment élevé. C'est un défi aujourd'hui aussi de se libérer tant qu'on le peut des énergies fossiles, mais on va voir à quel prix, et d'aplanir, en ce qui concerne la consommation électrique, d'aplanir les pics de consommation, car nos prochaines factures ne se baseront plus uniquement sur le nombre de kilowatts consommés, mais aussi en fonction de nos pics de consommation, qui, s'ils sont mal gérés, augmenteront encore davantage notre facture. Donc, on va parler ce soir principalement de la consommation en électricité et en chauffage. Étant donné qu'on n'est pas en mesure de contrôler les prix de l'énergie, évidemment, on ne peut faire que tenter au mieux de contrôler notre consommation. Il est un fait certain que seule la construction neuve permet d'optimiser cela. Je vous donnerai quelques exemples, puisque aucune habitation rénovée, même avec soin, n'arrivera aux mêmes performances énergétiques qu'une nouvelle habitation. L'efficacité énergétique de son habitation, on va parler ici en termes de chauffage. Donc, voici les principaux points auxquels il faut être attentif pour réduire au mieux sa consommation de chauffage. On reste toujours dans le cadre d'une construction qu'on appelle aujourd'hui basse consommation ou basse énergie. On ne parle pas encore de maison passive, bien que Sibomat est à même de construire la maison certifiée passive. Mais la majorité, la toute grande majorité de la clientèle s'oriente pour une question de budget vers la maison basse consommation ou basse énergie. Qu'est-ce qu'il faut veiller? À quoi il faut veiller, pardon? Obtenir la meilleure performance d'isolation thermique en choisissant son système constructif qui va influencer cette performance finale, ses matériaux d'isolation, les meilleures combinaisons de matériaux d'isolation et de matériaux du système constructif. On va aussi, dans le cadre d'une nouvelle construction, pouvoir optimiser le niveau d'étanchéité à l'air de sa maison. Pour celui qui ne sait pas à quoi correspond l'étanchéité à l'air, je donne toujours l'exemple au client d'une passoire. On peut fabriquer une passoire dans un matériau hyper performant en termes d'isolation thermique. Ça reste une passoire et donc la chaleur passera au travers. Et le but ici d'augmenter l'étanchéité à l'air de sa maison, c'est de diminuer au mieux donc son effet passoire. Il faut au sein de son habitation aussi pouvoir profiter du réchauffement gratuit qu'offrent certaines saisons grâce à l'orientation de la maison sur le terrain, grâce aussi à la conception des fenêtres et à leur dimensionnement. Dans le cadre de cette nouvelle construction, on va aussi pouvoir opter pour la compacité des volumes de construction afin de réduire les déperditions. Un exemple tout à fait cohérent, c'est vous donner la comparaison entre une maison de plein pied qui offrirait 160 mètres carrés. Cette maison aura évidemment davantage de déperditions qu'une maison de 2 niveaux de 80 mètres carrés chacun, puisque la superficie de la toiture sera diminuée de moitié, le périmètre de la maison sera moindre, etc., etc. Limiter les déperditions aussi du système de chauffage et de la production d'eau chaude en choisissant un emplacement stratégique de ces différentes techniques par rapport aux zones de distribution. Ça veut dire qu'on va aujourd'hui bien réfléchir au positionnement de la production d'eau chaude par rapport à l'emplacement des salles de bain, de la cuisine et autres, pour minimiser toutes ces déperditions au sein même de l'habitation. On va pouvoir opter aussi pour un système de ventilation. Vous avez le système de ventilation avec récupérateur de chaleur qu'on appelle le système D ou double flux.
également, qui va permettre de faire de réelles économies de chauffage et d'augmenter son confort avec certains inconvénients, ça, on en est bien conscient. Et pourquoi pas ne pas se limiter aux normes QSEN actuelles et aller au-delà de ces normes. Ce serait une démarche certainement responsable. Il faut savoir qu'on est en Belgique et que les 3 régions n'imposent pas les mêmes normes. En Wallonie, la norme est bien moins sévère qu'en Flandre ou qu'à Bruxelles. Alors, il est évident que pour répondre à ces différents paramètres, la nouvelle construction est la solution idéale puisqu'on ne dépend aucunement de la configuration existante d'un bâtiment, de ses contraintes, de ses limites d'adaptation. Voyons maintenant les différents points à surveiller pour pouvoir réduire au mieux sa consommation en électricité. À nouveau, pour diminuer sa consommation d'électricité, ici je parle de l'éclairage particulièrement, on va pouvoir aussi travailler l'orientation de l'habitation et de l'aménagement de ses ouvertures pour profiter davantage de la lumière naturelle, ce qui sera favorable pour notre consommation, notre facture et notre morale aussi, puisqu'une maison lumineuse sera plus sympathique qu'une maison sombre. On va pouvoir opter pour des éclairages économiques. Donc ici, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, évidemment, dans tout ce qui est consommation électrique. On va remettre le point sur différents sujets qui sont abordés depuis déjà quelques années. Mais il est évident qu'on peut construire une maison très performante au niveau de la consommation électrique. Ce sera le fait de changer nos habitudes. Et donc des éclairages économiques, bien entendu, des appareils électriques peu énergivores. Donc, on connaît les labels des appareils électriques par rapport à leur consommation. Je crois qu'on sera tous beaucoup plus vigilants au fur et à mesure du temps quand on devra changer d'appareil. Changer nos habitudes aussi en évitant de laisser certains appareils en mode veille. Je ne sais plus quel était le montant que ça pourrait représenter sur sa facture annuelle, mais j'avais lu ça il y a 2 ou 3 ans. Étant donné que la facture énergétique de l'électricité a doublé, c'est une économie quand même substantielle qu'on pourra faire facilement en éteignant l'écran de son ordinateur qui reste en veille, la télévision, le décodeur et que sais-je. Ça, c'est une question d'habitude, mais on pourrait aussi doter la maison d'une installation électrique intelligente, entre guillemets, qui serait dotée de prises connectées qu'on pourrait programmer ou commander à distance. Pensez à faire tourner évidemment les appareils tels que le lave-vaisselle, la machine à laver ou le séchoir la nuit ou aux heures où on bénéficie d'un tarif réduit pour ceux qui ont encore la possibilité d'avoir un compteur bi-horaire. Et comme je le disais, l'installation électrique dite intelligente, ça peut se résumer finalement à un système domotique basique que l'on pourrait faire évoluer dans le futur, mais pouvoir commencer avec un système basique qui ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un système classique. Il faut compter environ aujourd'hui 3 000 € TVA comprise. Et ce système pardon, va permettre, en dehors du confort qu'il peut apporter avec des variateurs d'intensité, donc des dimmers, la possibilité d'éteindre par exemple tous les éclairages de la maison d'une seule touche. Et des conforts comme ça, il y a aussi cette possibilité de prise connectée ou d'éclairage évidemment connecté qu'on va pouvoir commander à distance ou programmer également. Et puis là, je ne vous apprends rien non plus, mais les panneaux photovoltaïques, qui restent malgré tout une installation rentable aujourd'hui, même si ça l'est moins qu'auparavant, ça reste toujours rentable, c'est la durée de rentabilité qui est prolongée. Cette durée risque d'être encore prolongée dans le futur avec ce qu'on entend par rapport à de nouvelles taxes que les distributeurs pourraient imposer aux propriétaires de panneaux photovoltaïques, mais ça reste malgré tout toujours rentable aujourd'hui, sans oublier aussi l'installation de batteries qui permettraient d'accumuler l'électricité produite par ces panneaux pour pouvoir l'utiliser en dehors des heures de production, en dehors de la journée. Ces batteries, je crois qu'elles ont fait leur maladie. Je pense que on peut considérer que ça devient relativement abordable. Il faut compter aux alentours de 5 000 € aujourd'hui pour une armoire qui pourrait en contenir 3, mais qui n'en contiendrait qu'une. Avec 5 000 €, vous avez une batterie de 5 000 kilowatts. Ces systèmes aussi d'installation électrique dite intelligente
ça permet également d'avoir un système de gestion automatique pour éviter les pics de consommation. Comme je le disais tout à l'heure, nos futures factures d'électricité ne seront plus un simple calcul du nombre de kilowatts consommés à un prix bien déterminé, mais ce sera aussi un calcul beaucoup plus complexe qui tiendra compte du prix du kilowatt consommé en fonction des plages horaires qu'ils considèrent comme des pics de consommation. Il sera donc nécessaire pour limiter nos factures de veiller à ne pas dépasser le pic en fonction de ces plages horaires, en limitant l'usage de certains appareils ou en diminuant leur consommation. Et ces installations domotiques, on va dire ça comme ça cette fois-ci pour ne pas se répéter, permettent de gérer cela de manière tout à fait automatisée. C'est déjà le cas, par exemple, pour les bornes de recharge de voitures électriques qui gèrent leur puissance de charge automatiquement en fonction de la consommation en temps réel au sein de la maison. Donc, si on charge sa voiture à 20 ampères et que la borne détecte une consommation plus élevée au sein de la maison, va réduire l'ampérage de la charge de la voiture pour éviter ici, dans ce cas-ci, pardon, pour les bornes, c'est pour éviter évidemment de faire sauter les fusibles, mais c'est le même principe pour éviter ces pics de consommation. Alors là aussi, ces objectifs-là, pour la plupart, ceux que je viens d'énumérer, seront beaucoup plus facilement atteints lors de la construction d'une maison neuve que lors de la rénovation d'une ancienne habitation. Mais revenons à l'essentiel. Le but, c'est d'avoir une enveloppe. Donc, sa maison, c'est une enveloppe, les murs, la toiture, les fondations, c'est l'enveloppe de la construction qui devrait être au plus performante et ce qui permettra de réduire le besoin en chauffage. Et c'est là-dessus que vous devrez focaliser toute votre attention lorsque vous élaborerez votre projet de construction. Vous n'avez peut-être pas toutes les données en main et c'est le cas de la majorité de notre clientèle, mais nous sommes évidemment là, mes collègues et moi, pour renseigner, conseiller chaque client pour qu'il puisse faire des choix en toute connaissance de cause, en toute connaissance des budgets que ça peut impacter évidemment. Quels sont les avantages d'une nouvelle construction? Et dans notre cas, je représente la société Cibomat, donc on va quand même parler de la nouvelle construction Cibomat, entre parenthèses. La performance d'isolation thermique, donc là je parle bien de l'enveloppe d'une maison à ossature bois, est inégalable. Il n'y a aucun autre système constructif sur le marché qui peut égaler les performances d'isolation thermique d'une ossature bois, à prix égal évidemment. Il faut savoir aussi que dans notre consommation de chauffage, ce n'est pas uniquement une question de température, mais aussi d'humidité. La présence de bois dans le système constructif permet de réguler naturellement l'hygrométrie de son habitation. La sensation de crue, la sensation d'humidité qu'on peut ressentir pendant une période hivernale, qu'est-ce qu'on fait pour contrer cela? On met le chauffage en route, pas nécessairement pour augmenter la température de sa maison, mais pour casser cette sensation de crue. Mais cette sensation n'existe absolument pas dans une maison ossature bois. Donc, c'est aussi un autre avantage en dehors de la performance d'isolation, c'est la sensation de confort. Une autre particularité, un avantage assez important, c'est que nous isolons en ossature et en tous les cas chez Cibomat de manière systématique les murs intérieurs de la maison. Pourquoi? Parce que les différentes pièces ne nécessitent pas les mêmes températures. On va chauffer une salle de bain davantage qu'une chambre. On ne va pas chauffer la buanderie par rapport à la cuisine, par exemple, qui sera attenante, etc. Nous isolons aussi systématiquement les plafonds des différents niveaux, ce qui veut dire que dans le plafond du rez-de-chaussée, vous avez une isolation, dans le plafond de l'étage, une isolation également. On ne se suffit pas d'isoler correctement la charpente, mais aussi chaque niveau de la construction. Pourquoi? De nouveau, la même réflexion, on chauffe davantage un rez-de-chaussée qu'un étage. Donc, il est normal que les étages puissent être isolés thermiquement les uns par rapport aux autres, ce qui veut dire que lorsqu'on regarde le plan d'une maison en ossature bois, chaque pièce est une petite cellule isolée indépendamment l'une de l'autre. La construction en ossature bois permet aussi d'obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne l'étanchéité à l'air, et cela sans faire de travaux particuliers. Il faut savoir que, donc ça c'est l'effet passoire que j'expliquais tout à l'heure, une maison en ossature bois
si elle est bien conçue, évidemment, c'est toujours la même chose, sera 3 fois plus étanche qu'une maison traditionnelle. Donc, moins de déperdition, donc moins de chauffage. Et comme chacune de nos constructions se construit sur mesure, on ne parle pas de plan type chez Cybermat, mais c'est vraiment du 100% sur mesure, ça permettra d'adapter le projet aux besoins, aux souhaits et à son contexte environnant. Je pense par exemple à l'orientation du terrain, la situation aussi de l'environnement. Il peut y avoir un espace boisé d'un côté ou de l'autre et jouer avec cela. Quelques chiffres maintenant pour illustrer un petit peu ces performances de construction. Ici, vous avez un tableau qui reprend les valeurs Umax. Pour ceux qui ne connaissent pas à quoi correspond cette valeur, la valeur Umax, c'est le coefficient de transmission thermique des différents composants d'un système constructif. Donc, vous avez des matériaux qui ont un pouvoir isolant et la combinaison de ces différents matériaux va donner un résultat final, c'est un peu comme ça que je le résume, qui est la valeur Umax. Vous avez derrière moi, mais je vous l'expliquerai plus en détail, une coupe de mur extérieur que nous pouvons proposer. Et donc, la composition de ce mur, avec les différents isolants qui s'y trouvent, le système constructif, etc., donne cette valeur Umax qui est une notion de base pour la norme QZEN. Alors, vous avez à gauche dans le tableau les valeurs Umax à ne pas dépasser. Il faut savoir qu'en termes d'énergie, plus la valeur est basse, plus la performance est haute. Et donc, dans la colonne de gauche, les valeurs Umax à ne pas dépasser pour répondre à la norme QZEN. Et à droite, les valeurs Umax standard de Cybermat. Je n'aime pas trop le terme standard, mais c'est la valeur Umax que nous proposerons d'emblée. Il y a moyen encore de les performer, évidemment. Pour les murs extérieurs, donc on ne peut pas dépasser pour la norme QZEN 0,24 et nous sommes systématiquement à 0,15. Il faut savoir que les valeurs que nous proposons aujourd'hui, elles sont d'actualité chez Cybermat depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années déjà maintenant. Donc, pour répondre à la norme QZEN, on n'a rien dû changer à notre système constructif. Au niveau de la toiture, 0,24 également, nous sommes à 0,19. Le sol 0,24, on y répond, 0,24. Le vitrage ne doit pas dépasser 1,10, on sera de toute façon à 1,0. Et l'ensemble châssis-vitrage, puisqu'on parle souvent du vitrage, mais il y a le châssis aussi qui est pris en compte, on ne doit pas dépasser 1,50 et nous sommes à 1. En bois et en PVC en tous les cas, peut-être que certains châssis en aluminium seront un tout petit peu moins performants. Donc, en fait, on est à même de vous proposer un système plus performant que ce qu'impose la norme QZEN, sans supplément de prix, puisque c'est notre proposition d'emblée, qui est propre à notre système constructif également et notre mise en œuvre. Et on peut, donc, comme je le disais tout à l'heure, même encore être plus performant, puisque nous sommes à même de construire des maisons certifiées passives. Je vais vous donner quelques explications concernant le principe constructif. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je pense que ça peut être important. Vous avez la coupe de mur qui est représentée sur la présentation, mais j'ai la même chose en plus vrai. Donc ici, vous avez un exemple de coupe de mur. Nous avons plusieurs variantes, plusieurs possibilités à présenter, mais je dirais que ça, c'est la proposition qui sera la plus souvent annoncée aux clients. Et puis, on peut adapter en fonction du type de parement extérieur ou de la configuration de la maison, peu importe. Mais c'est le plus facile aussi pour vous faire la comparaison avec le système constructif traditionnel. Si on regarde cette coupe de mur, je la divise en deux. La partie gauche, visuellement, est à l'identique du traditionnel. Pourquoi? Parce que nous avons, dans ce cas-ci, un parement brique, une lame d'air qui isole thermiquement malgré tout, et nous avons un isolant. Jusque-là, c'est la même configuration que le traditionnel, visuellement, mais pour nous, cet isolant à l'extérieur donc, du système constructif est un isolant secondaire. La grosse différence, c'est que nous remplaçons en partie de droite le système constructif. Le bloc béton ou le bloc terre cuite, qui est souvent utilisé en traditionnel, c'est un bloc creux. Ici, notre structure constructive, elle est pleine. Le bois, qui est donc l'ossature même de la maison, qui est la structure, le bois est 10 fois plus isolant que le béton. Et entre chaque montant vertical en ossature bois, nous allons placer l'isolant principal.
Vous avez ensuite, partie de droite, une double ossature ou un vide technique, on l'appelle comme on veut, qui va permettre de faire passer les techniques comme l'électricité, le sanitaire, le chauffage, avec l'avantage de pouvoir optimiser l'étanchéité à l'air dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi? C'est tout simple. Si je place un blochet pour une prise ou un interrupteur ici à l'intérieur de la maison, je vais percer la plaque de finition, mais je ne vais pas percer la structure même de la maison. Donc au niveau de l'étanchéité à l'air, on ne va pas déforcer sa performance. Pour avoir chaud chez soi, tout le monde le sait, il faut que les murs soient chauds. Comme notre isolant principal se trouve dans la structure, il est à l'intérieur, au chaud et à température ambiante, sans humidité. Alors que l'isolant unique en traditionnel, qui est notre isolant secondaire, se trouve à l'extérieur. Ben là, il est évidemment dans le froid et à l'humidité. On va revenir à nos moutons en ce qui concerne la consommation d'une maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer consommer dans une maison Sibomat? Et je crois que c'est intéressant de voir aussi avec la construction traditionnelle quelles sont les différences moyennes de consommation par rapport à une ancienne habitation, à une nouvelle construction en traditionnelle et une nouvelle construction en ossature bois. Sibomat, toujours, je prêche pour ma chapelle. Ce tableau, évidemment, ce n'est qu'une estimation. Il se base sur la consommation moyenne en Wallonie, comme je le disais tout à l'heure, sur celle que nous avons pu obtenir auprès de plusieurs clients et sur ma consommation personnelle, puisque nous avons construit, mon épouse et moi, une maison Sibomat il y a plus ou moins 5 ans, je crois, aujourd'hui. 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc, vous avez 3 lignes ici. La consommation électrique moyenne, la consommation en gaz naturel. J'ai oublié de vous parler d'une chose tout à l'heure, je pense. Ça me revient, mais donc je fais un petit aparté. Le gaz propane est souvent utilisé en région wallonne parce que la Wallonie n'est pas fort pourvue du réseau en gaz naturel. Le gaz propane n'a pas évolué en prix en un an de temps. Il y a eu des pics, évidemment, des augmentations, des diminutions, mais entre octobre de cette année et octobre de l'année passée, le prix est resté le même. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais je crois que c'était indiqué sur la présentation. Donc ici, le gaz naturel et puis la consommation d'une pompe à chaleur. Évidemment, la consommation d'une pompe à chaleur va varier en fonction du besoin en chauffage de l'habitation, ce qui est logique. Quand on regarde une ancienne habitation, pour la consommation d'électricité, il faut rester tout à fait cohérent. On ne peut pas prendre en compte l'orientation, la luminosité de la maison, etc. C'est trop particulier et c'est au cas par cas. Donc, dans ce cas-ci, dans le tableau, j'ai laissé la même consommation électrique pour l'ancienne habitation, la construction nouvelle traditionnelle et l'ossature bois. Au niveau de la consommation en gaz, c'est 23 000 kilowatts par an pour une ancienne habitation en moyenne, 10 700 pour une nouvelle construction traditionnelle et 6 700 pour une nouvelle construction ossature bois Sibomat, ce qui est quand même assez représentatif. Donc, on a moins 70% de consommation par rapport à une ancienne habitation et moins 40% par rapport à une nouvelle construction, mais de type traditionnel. Pour la pompe à chaleur, s'il est possible d'équiper une ancienne habitation de ce système de chauffage, ce n'est pas toujours le cas, la pompe à chaleur va consommer en moyenne 7 500 kW sur l'année, 3 500 dans le cadre d'une habitation traditionnelle et 2 250 kW sur l'année dans une maison ossature bois Sibomat. À nouveau, les différences sont quand même assez importante. On est aussi à moins 70% par rapport à une ancienne construction, je vais y arriver, et moins 40% toujours par rapport à une nouvelle construction traditionnelle. J'insiste ici, c'est l'enveloppe qui compte avant tout. Le reste, ce sont des accessoires, mais c'est comme, pour ceux qui connaissent, je donne parfois cette comparaison. Vous pouvez avoir une chaîne hi-fi avec les meilleurs composants. S'il y a un des composants de la chaîne hi-fi qui est de très mauvaise qualité, il ne faut pas s'attendre à un résultat final de bonne qualité parce qu'on dépend toujours du maillon faible. Conclusion, cette performance énergétique, c'est l'enveloppe globale qui reste la priorité pour limiter drastiquement sa consommation. C'est vraiment la priorité de notre habitation.
Comme la région wallonne l'indique dans ses recommandations, ça va en étonner certains, sont des recommandations par rapport à la brochure qu'ils éditent concernant la norme de performance QZEN. Les systèmes de chauffage présentant le meilleur rapport investissement-performance sont classés dans cet ordre-là. Investissement-performance, ça veut dire rentabilité. Le plus rentable reste aujourd'hui la chaudière gaz à condensation, évidemment de classe A. On prend la plus performante. En seconde position, c'est le système de pompe à chaleur avec à nouveau un COP, donc un coefficient de performance élevé et de classe A++. Et en troisième position, c'est moins utilisé, c'est le système biomasse, donc tel que les chaudières à pellets. Un rapide calcul le démontre ici, en fait, sur base d'une occupation de la maison sur une durée de 15 ans. On tient compte, bien entendu, de l'investissement du système de chauffage, c'est très important, réalisé pour une nouvelle habitation ou une remise à neuf, frais d'architecte et TVA inclus, de la consommation estimée d'une chaudière gaz basée sur les prix du gaz actuel, et dans le cadre de la pompe à chaleur, de l'ajout nécessaire de 10 panneaux photovoltaïques, puisqu'on a vu que la consommation d'une pompe à chaleur en électricité est relativement importante, donc 10 panneaux devraient en théorie couvrir la consommation électrique de la pompe à chaleur. Le plus rentable, ça reste donc l'installation au gaz naturel, avec une différence d'environ 24 € par mois sur cette durée de 15 ans. Donc, ça ne fait pas une énorme différence, mais ça laisse toujours le gaz aujourd'hui plus rentable. Ce n'est qu'une question de rentabilité. J'en reviens au propane, qui lui n'a pas augmenté de prix. Donc là, on se rend compte qu'il est évident que l'installation gaz propane est aujourd'hui beaucoup plus rentable. Mais il est un fait qu'il faut faire la part des choses entre le côté idéologique, philosophique des sources d'énergie utilisées, la rentabilité de l'investissement, parce qu'ici on ne parle que de rentabilité, par rapport aux besoins de votre future maison, de l'aspect pratique de tel ou tel système. Je prends l'exemple de la pompe à chaleur qui, elle, a quand même un sérieux avantage par rapport à la chaudière gaz, c'est que la pompe à chaleur permet, pour certaines en tous les cas, le refroidissement également de la maison en période de forte chaleur. On peut compter sur un refroidissement de 3 à 5 degrés par pièce. Évidemment, on consomme du coup de l'électricité en été pour refroidir, mais ça c'est un fait incontournable. Il faut aussi savoir que dans le choix de ce système de chauffage, il y a donc cette rentabilité, la philosophie, énergie fossile, on s'en défait, on ne s'en défait pas. Quel sera notre futur, quel sera le prix de l'énergie dans 15 ans, ou le sentiment, comme me donnent de nombreux clients malgré tout, ce sentiment d'avoir une certaine autonomie. Et ça, je le comprends bien. J'ai discuté avec un monsieur qui était drôlement bien renseigné, donc son projet est au tout début, mais il est drôlement bien renseigné, il a fait pas mal de recherches, et c'est ce qui domine chez lui, c'est le sentiment de pouvoir être au maximum autonome, en sachant qu'il ne le sera pas à 100%, mais donc ça va jouer évidemment dans votre choix. Maintenant, pourquoi Sibomat et cette construction Saturbois? Je l'ai dit tout à l'heure, bon, Sibomat a 43 années d'expérience, donc beaucoup d'expertise. On possède ce propre bureau d'études, mais on a aussi beaucoup de connaissances aujourd'hui dans ces différentes techniques qui sont gérées, qui ont fait leur maladie de jeunesse et qu'on peut utiliser aujourd'hui sans souci. Il faut savoir aussi que notre contrat signé avec les clients, c'est le véritable contrat Brain qui respecte le budget, qui permet d'éviter aussi aux clients d'avoir des augmentations de prix en cours de chantier, à condition que le client respecte les délais également. Donc, il ne faut pas qu'il nous signe un contrat aujourd'hui et qu'il nous remette son projet de construction dans 6 mois ou dans 1 an, mais il faut savoir que chez Sibomat, on remet une offre, le prix est bloqué 3 mois, le temps de réflexion du client pour le choix de son partenaire. Et une fois que le contrat Brain est signé, on se tient au budget convenu. On offre aussi une garantie bancaire d'achèvement de 100%, qui est un gros avantage. Je ne connais pas d'autres constructeurs, je connais des promoteurs qui offrent cet avantage-là, mais je connais
pas tous les constructeurs, mais j'en connais aucun qui l'offre aujourd'hui. La flexibilité, le sur-mesure, du gros œuf fermé à clé sur porte, et comme je le disais, toutes ces nouvelles techniques qui sont peut-être nouvelles pour vous, mais qui sont tout à fait maîtrisées de notre côté. Les clients apprécient aussi la rapidité de construction. Il faut quand même bien se rendre compte qu'entre le début du chantier et votre emménagement dans la maison, la période est diminuée de 3 en construction ossature bois. C'est un système de construction à sec, donc il ne demande pas de temps de séchage avant de pouvoir emménager dans sa maison. Et ça reste des constructions évidemment à haute performance énergétique aujourd'hui. Si vous avez besoin de conseils, d'informations, tout ce qu'on peut échanger ensemble, évidemment, ne vous engage en rien, ça ne vous coûte rien. J'ai pas mal de collègues, on a divisé le pays en plusieurs secteurs, ce n'est pas vraiment des régions, mais on va dire des secteurs. Donc, je m'occuperai de certains codes postaux, les codes postaux bruxellois pour les clients francophones, mon collègue Denis, codes postaux bruxellois pour les clients néerlandophones, etc., etc. Et vous pouvez donc retrouver facilement sur notre site internet le conseiller qui vous concerne, donc bien en fonction de votre habitation actuelle, non pas en fonction de la localité où se trouve votre terrain. J'espère que ça vous a paru intéressant en tous les cas. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions-réponses. Donc, je vais tenter, tant bien que mal, de répondre à l'ensemble des questions qui auront pu être posées pendant cette présentation. On me demande ici, qu'est-ce que la sensation de crue? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je crois que c'est une expression typiquement belge francophone. Sensation de crue, c'est une sensation d'humidité. Donc, il pleut pendant quelques jours, on rentre chez soi et on a cette sensation inconfortable d'humidité au sein de l'habitation. On appelle ça avoir cette sensation. Il fait cru, il ne fait pas agréable, il ne fait pas confortable. Et donc, c'est cette sensation qu'on casse habituellement en mettant le chauffage en route, alors que la température ne nécessite pas spécialement. On me demande ici aussi, ça n'a rien à voir avec le sujet du webinaire concernant les énergies, mais on me demande aussi si le chiffrage d'un projet, vu qu'on a notre bureau d'études, des ingénieurs en stabilité, ingénieurs en fondation, etc., est-ce que c'est gratuit ou payant et à quelle mesure? Non. On fait toutes nos offres, donc c'est devis sans aucun engagement de votre part, sans aucun frais du coup. Vous avez un plan, on doit faire l'offre la plus précise possible du premier jet, mais évidemment, on ne sait jamais le premier jet qui sera le jet définitif, et donc on peut avoir 2, 3, 4, et s'il y a 10 versions, il y en aura 10, mais ça ne vous engagera toujours en rien. Le but, c'est que vous puissiez avoir une idée très, très précise de ce que nous proposons, du contenu de ces offres. On a un showroom, on a la possibilité de vous montrer tous les matériaux qui ont été sélectionnés dans l'offre, on a la possibilité de vous montrer les autres possibilités, puisqu'on ne se limite pas à ce que nous avons dans le showroom, bien entendu. Si un client ne trouve pas son bonheur dans le showroom, on l'envoie chez les différents fournisseurs, etc. Mais tout cela, on le fait sans aucun engagement. Monsieur Ancet demande de communiquer l'adresse mail à laquelle il peut demander les liens des webinaires précédents. Eh bien, je dirais que je ne la connais pas par cœur, mais je pense que c'est info, donc info, @sibomat, sibomat.be. Là, je suis sûr que de toute façon, votre demande sera transmise à la bonne personne. Noël. C'est correct. L'info. Info, voilà, c'est Sarah qui me confirme qu'effectivement, c'est la bonne adresse mail. Donc, je répète, puisque j'ai un peu bredouillé, info@sibomat.be. Est-ce que vous êtes compétent pour nous donner des informations techniques sur les systèmes de chauffage et la domotique?
Non, si, bien sûr, on est, on est tout à fait compétent. Donc, nous avons régulièrement des formations en externe et en interne parce qu'on apprend beaucoup entre nous. Ça veut dire qu'entre collègues, on se réunit assez régulièrement, où on a des contacts évidemment assez fréquents pour qu'on puisse faire part de nos expériences. Je vais vous avouer aussi une chose, c'est que mes clients me donnent énormément de retours par rapport à leur expérience, alors que ce soit par rapport aux techniques ou autres. Ils ont choisi telle ou telle configuration dans la maison, ils le regrettent quelques années après. Je pense que ça sont des retours très, très intéressants qui puissent aider mes nouveaux clients, mais je dirais que si je n'ai pas toutes les compétences nécessaires, j'ai toujours le bureau d'études derrière moi. Mais a priori, jusqu'à présent, je touche du bois, il y en a beaucoup ici. On est à même de répondre à la toute grande majorité de vos questions en ce qui concerne les techniques de chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude, les différentes possibilités par rapport à notre système constructif. Oui, on jongle assez bien avec tout ça, il n'y a aucun souci. Est-ce que nous avons des partenaires privilégiés pour les matériaux? On est une société de construction qui réalise en moyenne, je veux dire, ces dernières années, entre 125 et 150 maisons. On a déjà réalisé jusqu'à 280 maisons, mais c'était à une autre époque. Donc, nous avons effectivement des partenaires privilégiés. On ne se limite pas à eux, mais ces différents partenaires peuvent proposer 90% des matériaux présents sur le marché. Donc, jusqu'à présent, je pense que j'ai pu répondre, nous avons pu, c'est pas que moi, répondre à la majorité des demandes. Et dans le cas où on ne pourrait pas répondre à cette demande, nous sommes là avec les architectes des clients ou l'architecte qu'on vous a présenté. C'est aussi une possibilité. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'architecte au sein de l'équipe Sibomat, donc vous êtes tout à fait libre du choix de l'architecte. Vous n'en connaissez pas, on peut vous présenter des bureaux compétents. On se porte garant de la qualité de travail, évidemment, en fonction de la région où se trouve votre projet, du style architectural, où vous venez avec votre architecte et il est toujours le bienvenu. Donc, on peut toujours trouver une solution si on ne devait pas avoir le partenaire idéal par rapport à votre demande. J'ai une question ici de Madame Bréban qui désire avoir plus d'infos sur le gaz propane car j'ai un chauffage mazout à remplacer dans une maison bien isolée mais sans accès. Le gaz propane, donc ce n'est pas une nouvelle maison apparemment. Il faut savoir que le gaz propane, il doit être contenu dans une citerne. A priori, pour les anciennes habitations, je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour le service d'urbanisme d'avoir une citerne aérienne, ça veut dire une citerne visible sur la propriété. Essayons de limiter la visibilité de cette citerne pour les voisins. Ou alors l'autre solution, bien évidemment, qui est la citerne enterrée. C'est ce qui se fait dans 100% des cas en termes de nouvelles constructions, puisque les prescriptions urbanistiques aujourd'hui interdisent dans la majorité des cas la citerne visible. Donc, c'est une citerne de jusqu'à 3000 litres pour la plupart des maisons unifamiliales qui peut être enterrée dans le terrain, qui devrait, si votre maison est bien isolée, être approvisionnée une seule fois sur l'année. Mais il y a des distances à respecter, bien évidemment, entre la position de cette citerne, les limites du terrain, la position de la citerne et la maison, la terrasse, la piscine, l'abri de jardin. Donc, il faut que le terrain soit suffisamment grand, mais il ne doit pas être énorme, hein, ça je vous rassure, pour pouvoir envisager le gaz propane. J'ai un projet à Lannes, c'est une commune du Brabant wallon, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Le terrain est vraiment trop petit. Donc là, le client n'a pas le choix. Il n'y a pas le gaz naturel. Le mazout pour une nouvelle construction, c'est parce qu'il y a de plus efficace, donc on oublie cette solution. Donc il reste la pompe à chaleur. Dans ce cas-là, le client n'a pas d'autre solution. Est-ce qu'on peut, oui, là c'est une question propre à Sibomat, est-ce qu'on peut construire sur tous les terrains? Oui, nous avons de temps à autre des opportunités, donc il faut savoir, nous avons ce qu'on appelle chez Sibomat des propositions pardon, de projets. Donc nous avons de temps à autre des terrains en portefeuille sur lesquels on peut vous proposer des projets. Dans la majorité des cas, non, je dirais 50-50 sont des projets sur mesure. Donc, on peut adapter en fonction des prescriptions urbanistiques, etc., vos souhaits
par rapport au terrain. On a aussi des projets, ça veut dire que nous achetons un terrain, on peut y construire 1, 2 ou 3 maisons, mais nous avons déjà déposé le permis. Et dans d'autres cas, on peut aussi parfois proposer des maisons déjà construites. Donc, ça ne fait pas partie de la majorité de nos activités actuellement. Je crois qu'on devrait compter 90% de nos constructions sur le terrain client et 10% de projets. Mais on a encore eu une réunion ce matin et l'objectif de Sibomat est d'augmenter les propositions de projets et de terrain puisque c'est un petit peu denrée rare aujourd'hui et pas très évident à trouver dans les différentes régions. On les a toutes faites. Il y en a pas. Non. Madame Bréban, donc pour la citerne à mazout est remplie, donc peut-on la placer quand elle sera vide? Ma citerne au mazout est remplie, donc peut-on la placer quand elle sera vide? Je n'ai pas très bien compris votre question, Madame Bréban. Donc, en tous les cas, la citerne à mazout ne fera pas l'affaire pour le propane, si c'était la question. Donc, cette citerne-là ne pourra pas être utilisée. Il faudra soit l'évacuer ou la condamner. Il y a des systèmes pour cela. Je pense que c'était le sujet de votre question. Sinon, n'hésitez pas à la formuler soit autrement. C'est peut-être moi qui ai mal compris, mais ce sont deux choses distinctes. Et puis, il y a des normes de sécurité à respecter aujourd'hui par rapport aux citernes. Donc, il est évident que votre citerne actuelle ne pourra pas faire l'affaire. Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à ça? C'est une chouette question parce qu'on me la pose assez souvent dans les projets. Est-ce que le système de construction à ossature bois donne des restrictions par rapport à l'utilisation de certaines techniques ou de matériaux? Absolument pas. En ossature, on peut faire tout ce qu'on fait en traditionnel. Toutes les techniques sont envisageables en ossature et compatibles, que ce soit de chauffage, de ventilation ou autre. Et je dirais même que dans certains cas, c'est même plus facile. Pour la ventilation, je prends cet exemple-là, on a au niveau des entraitages des caissons qui permettent d'intégrer les gaines de ventilation et donc d'éviter les gaines techniques qu'on connaît en traditionnel ou l'abaissement de plafond, des faux plafonds. Donc, non, aucune restriction par rapport à cela. Monsieur Pinker se demande s'il est possible d'avoir le lien. Oui, donc vous pouvez, comme je le disais à l'autre monsieur tout à l'heure, simplement envoyer un mail à l'adresse info, @sibomat.be, sibomat.be, en demandant d'obtenir le lien pour cette présentation-ci. Peut-être que vous êtes arrivé un peu plus tard, mais sachez aussi qu'on a fait d'autres webinaires. On en a fait 3 autres. Donc ici, c'est le 4e en français. Mes collègues néerlandophones en réalisent également. Nous en avons fait un sur le sujet de la recherche d'un terrain. Nous en avons fait, mais qui est quand même relativement intéressant parce qu'il y a des tas de complications, d'astuces à connaître dans le cadre de la recherche d'un terrain. Un autre webinaire qui était propre au système de construction ossature bois. Ici, j'ai expliqué en résumé la coupe de mur et le système constructif, mais on a été beaucoup plus dans le détail à ce moment-là. Et nous en avons fait encore un autre sur la norme PEB obligatoire qui est le QZEN aujourd'hui. Donc, adressez simplement un petit mail et en demandant ou en indiquant quel webinaire vous intéresse avec plaisir. Voilà, c'était a priori la dernière question. J'espère, comme je le disais tout à l'heure, que ça vous a paru intéressant. Ce ne sont pas des exercices faciles, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas un acteur, je suis juste un ambassadeur Sibomat, donc ce n'est pas toujours facile. Je bredouille un petit peu de temps en temps, mais le cœur y était. Donc, je vous remercie pour votre participation en tous les cas. Je vous dis peut-être à bientôt pour un rendez-vous, à bientôt pour un entretien ou à bientôt pour un éventuel prochain webinaire. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup.